Bonjour à toutes et bienvenue dans le podcast Inspire de la Women's Society. Je m'appelle Agathe, j'ai 35 ans, je suis mariée et j'ai 2 enfants. Oui, je vous l'avoue, c'est très cliché. Bref, que l'on soit célibataire, en couple, marié, divorcé, gay, hétéro, trans, juive, musulmane, sans religion précise, désirant une équipe de foot pour enfants ou être fier de ne pas en vouloir, nous restons toutes des femmes, avec nos problèmes d'hormones, d'image, d'estime de soi, face à notre entourage, face aux diktats de la société, à l'éducation que nous avons reçue ou pire encore face à nous-mêmes. Je recevrai 2 fois par mois des femmes dynamisantes et inspirantes et aussi parfois des hommes qui parleront bien sûr des femmes pour des sujets de tous bords et sans tabou. Des femmes envers lesquelles j'espère que vous pourrez vous identifier pour vous épanouir dans votre vie personnelle et professionnelle au quotidien. Pour ce tout premier épisode d'Inspire par la Women's Society, j'ai décidé de tendre mon micro à Anna Gourditian. Tout d'abord parce que je trouve son parcours de jeune femme extrêmement inspirant, mais aussi, je vous l'avoue, parce que c'est l'une de mes meilleures amies et qu'il est beaucoup plus simple de commencer par interviewer une personne de confiance. Du haut de ses 25 ans, Anna a déjà eu une vie bien remplie. Entre ses origines multiculturelles, ses responsabilités familiales et son envie de découvrir notre belle planète à peine 20 ans, je vous propose un voyage autour du monde en 40 minutes. Salut Anna! Salut Agathe, Bienvenue sur le podcast de The Women's Society. merci à toi de m'accueillir. Je suis hyper honorée et super heureuse d'être la première invitée. Écoute, moi aussi, je pense qu'il n'y avait pas de meilleur invité que toi aujourd'hui. Comme je l'ai expliqué, on va parler de ton parcours, comment tu en es arrivé à ce que tu fais aujourd'hui et qui te passionne. On en parlera aussi après. J'aimerais commencer par le commencement. Le premier jour de ta création. Je voulais savoir, déjà, je voudrais que tu nous expliques d'où tu viens, où tu es née et d'où viennent notamment tes parents, parce que je pense que ta culture fait partie intégrante de ce que tu es devenue et de ce que tu fais aujourd'hui. Donc c'est important qu'on en parle. Alors, je suis née à Suresnes, donc dans les Hauts-de-Seine, d'un papa moitié arménien et italien, et avec aussi des origines espagnoles, et d'une mère russe, d'origine ukrainienne et polonaise. En fait, l'histoire de mes parents, elle est assez belle, mais en 2 mots, ma mère, elle est née en URSS, et mon père, il était saxophoniste, il est toujours d'ailleurs, et lors d'une tournée en URSS, ils se sont rencontrés, et voilà, ils sont tombés amoureux, et il l'a ramené en Occident, en pays, en pays libre. Donc voilà, j'ai une vie hyper nomade, on va dire, parce qu'avec ma mère, on a beaucoup déménagé. Mes parents sont séparés quand j'étais très jeune. On a vécu un peu partout en France. Et j'ai aussi vécu à l'étranger, mais peut-être qu'on y viendra plus tard. Oui, on parlera de tes voyages et comment ça a forgé ta personnalité. Donc déjà de base, voilà, plusieurs nationalités, plein de mélanges, et on voit bien que ça t'a pas mal servi et que ça fait partie de tes racines. Donc tu es toute jeune, tu as 25 ans. Tu as déjà fait beaucoup de choses. Bientôt 26, hein. Bientôt 26. Pas encore, donc pour l'instant, bon, je m'accroche. Voilà, 25 ans et demi. Et donc, tu as déjà un parcours assez atypique. Est-ce que tu peux nous raconter très rapidement les études que tu as faites et ce que tu fais aujourd'hui? Quel est ton travail? Alors, donc j'ai fait une double licence de droit et d'économie. Puis ensuite, j'ai voyagé 1 an. Et en revenant de mon voyage, j'avais pas du tout envie de rester en fait en France parce que j'avais vraiment le sentiment que la suite pour moi se trouverait pas en France, que les gens étaient restés dans leur routine et j'avais besoin de quelque chose de plus excitant. Et donc du coup, je suis allée faire mon master en Russie à Moscou. Je suis retournée à mes racines. J'avais envie d'une part de parler mieux russe parce que je parlais couramment. À la maison, on parlait tout le temps russe, mais j'avais un russe qu'on parlait avec ses parents, ce qui est pas du tout la même langue qu'on parle dans la vie courante et avec laquelle on travaille. Et du coup, j'ai fait un master de relations internationales au MGIMO,
INRO, qui est l'Institut des Relations Internationales de Moscou, qui est un peu l'équivalent de Sciences Po. Et voilà, et puis depuis, je suis rentrée. J'ai fait un stage de fin d'année dans un cabinet, dans une agence de relations presse. J'ai toujours été très attirée par les médias, le journalisme. C'était mon rêve d'être reporter de guerre. Enfin, un de mes rêves, parce que j'en ai eu beaucoup. Oui, j'en suis témoin, ça change tous les jours. Voilà, mais un de mes rêves en tout cas. Et du coup, le milieu de la presse m'intéressait. Et puis j'ai travaillé pendant 2 ans en tant que consultante en, en relations presse, en communication digitale. Puis aujourd'hui, c'est quelque chose qui fait plus trop de sens pour moi. Et donc du coup, j'arrête tout. Je lâche tout et je m'en vais. Et donc, on parlera après de ce que tu vas faire ensuite, qui n'a aucun rapport, mais qui est, on va dire, un chemin qui te ressemble plus et dans lequel tu es quand même bien plus épanouie. Oui. C'est comment d'être une femme en Russie? C'est c'est une bonne question, parce qu'on n'en a pas beaucoup parlé de ça, mais c'est assez simple pour le cerveau, en fait, parce que en Russie, les rôles sont bien, en tout cas en Russie. Moi, je parle du milieu que je connais, donc les gens de ma famille ou de ma communauté proche. Les rôles sont assez bien définis, en fait, et donc chacun a son rôle. La femme, son rôle, c'est je caricature, mais D'élever c'est les enfants. déjà d'être belle. Il y a aussi un Ok. aspect esthétique assez important quand Qui même. ressort un peu partout dans le monde d'ailleurs. Les Ouais. femmes russes sont connues pour être des belles femmes. Exactement. Et c'est ce qu'elles mettent en avant aussi. Exactement. Et donc elles doivent un peu répondre à cette exigence d'esthétisme constant. Donc elles doivent être belles. Elles doivent aussi être des bonnes mères, même si le taux de natalité est vraiment pas aussi élevé en France par exemple. Les familles avec un seul enfant en Russie, c'est très courant. Il y a plein de familles qui n'ont qu'un enfant. Est-ce que c'est dû à l'historique du pays? C'est certainement dû à de nombreuses... Nombreux facteurs. certainement dû à un traumatisme peut-être un peu plus profond de la société qui a survécu à tellement de changements politiques et tellement de crises sociales et qui est encore en train d'en surmonter. Potentiellement, oui, c'est une des pistes, mais c'est très courant. Il y a aussi beaucoup de femmes qui élèvent leurs enfants seules. Bon, alors ça, c'est un peu comme partout dans le monde, mais c'est aussi très courant de voir des femmes qui, voilà, dont les maris sont partis à la naissance ou qui ont dû élever leurs enfants seuls. C'est assez, voilà, c'est une société qui est assez, enfin, sur ce plan-là, restée un peu arriérée quand même. Et l'homme a un rôle voilà, lui, son objectif, c'est de ramener De l'argent dans le voilà, foyer, dans le foyer. dans le foyer, exactement. Donc c'est très à l'ancienne. Très à l'ancienne. Même si les choses changent, et on le voit par exemple, le fait que les Femen, ce soit un groupe de femmes russes, c'est pas anodin non plus. C'est que comme c'est une société qui est très tirée, très extrémiste aussi sur ce plan-là, sur le fait que les femmes aient un rôle encore hyper traditionnel, alors ça provoque d'autres extrémismes, dont l'extrémisme féminisme, et tant mieux que ça soit réveillé. Il y a aussi en Russie quelque chose dont on ne peut pas trop oublier, c'est l'influence de, de, de la religion et de l'église orthodoxe, qui pèse très lourd à la fois dans la société, dans la vie des gens, donc sur les valeurs des gens, et à la fois sur le plan politique, et qui est un lobby énorme devant le président. Est-ce que tu penses que le fait que ta mère vienne de ce pays a pu diriger tes choix? Est-ce que tu penses que ça a eu une influence sur ton ouverture au monde, ton rapport avec ton évolution par rapport à ton travail, à son épanouissement personnel, ou pas tant que ça finalement? Ah bah, carrément, je dirais même que c'est une des choses qui m'a le plus influencée en fait. Parce que quand j'étais à l'école, quand j'étais avec mes petits camarades, je me souviens encore des moments où je me disais, mais de quoi est-ce qu'il parle? De rien comprendre en fait
à ce que les autres, à ce dont ils étaient sujets dans la cour de récré. Moi, j'ai été élevée par une mère célibataire russe qui n'avait pas du tout les codes de la culture française. Et donc, du coup, j'avais déjà à adapter ma personnalité à deux types de mondes différents. T'as des exemples concrets? Des dessins animés, des références, plus on grandit, c'est plus des références culturelles, des références littéraires, euh, des, des expressions, des blagues. Souvent, ça se joue sur le plan de l'humour, c'est-à-dire qu'il y a plein d'expressions ou de blagues ou d'aspects du second degré. Après, avec le second degré, je me suis bien rattrapée maintenant, mais que j'arrivais peut-être pas à saisir. Et, euh, et je me souviens aussi que du coup, quand j'étais chez mon père, j'étais une certaine personne. Quand j'étais à l'école, j'en étais une autre. Et quand j'étais avec ma mère, j'en étais une autre. Donc tu t'adaptais. Je m'adaptais. Je m'adaptais et je savais que le monde, je savais que tout était, voilà, on pouvait être quelqu'un de différent et que le monde était, j'avais déjà intégré l'information que dans une maison, ça se passer complètement différemment que dans une autre maison. Et je voyais pas du tout les choses de la même manière. Et je pense aussi que le fait de parler russe depuis toute petite, d'avoir déjà deux mots pour dire la même réalité, ça m'a aussi forcé à voir que de manière hyper basique en fait qu'un seul objet peut être nommé différemment et perçu différemment et voilà. Du coup, quand est-ce qu'est arrivée cette folle envie, folle dans le bon sens du terme, plutôt forte je dirais, de, d'aller parcourir le monde? Un matin, tu t'es levé, et qu'est-ce qui s'est passé? Ou est-ce que c'était quelque chose qui était déjà en toi? Alors je me souviens que faire le tour du monde, vraiment cette expression-là, le tour du monde, c'était mon rêve. Je disais, mon rêve, c'est de faire le tour du monde. Et je savais pas trop ce que ça voulait dire en fait. C'est-à-dire que j'avais envie de voyager, de parcourir tous les pays, mais j'avais pas trop conscience en fait de ce que ça impliquait. Et donc j'ai étudié ma licence, L1, L2, et pendant ces 2 premières années de double licence, en fait ma mère s'est retrouvée à vivre chez moi avec ma petite sœur. Et donc du coup en plus de la fac, j'avais à prendre soin de ma petite sœur parce que ma mère devait aller bosser à Paris. Donc elle me l'a laissée à Toulouse toute la semaine. Et donc c'était vraiment une charge de travail et une charge émotionnelle très lourde. Et après ces 2 années vraiment très difficiles pour moi et pour nous toutes en fait, j'avais besoin de partir, j'avais besoin de tout couper. Sauf que j'avais quand même envie de valider ma licence. Et c'était une époque où j'étais très proche, j'avais un groupe d'amis, on était très proches, et ce groupe-là s'est cassé. À un moment, on était hyper proches parce qu'on bossait tout le temps ensemble, et donc du coup on partageait un peu cette charge de travail. Et quand ce groupe s'est cassé, je leur parlais tout le temps du fait que j'avais envie de voyager, voilà, que c'était mon rêve de partir. Et, euh, et une des filles a décidé à peu près à ce moment-là de partir vivre en Nouvelle-Zélande après la 3e année de licence. Quel âge t'avais? J'avais 21 ans, enfin 20 ans. Et je me suis dit, il y a eu un déclic dans mon cerveau. Je me suis dit, c'est pas possible. Elle qui était si sédentaire et avait tellement peur de partir, si elle prend cette décision et que moi c'était mon rêve, mais je peux pas me faire ça. Je suis obligée d'aller jusqu'au bout de ce rêve. Et j'ai commencé à me renseigner, à regarder, à taper le tour du monde. J'avais sur mon ordinateur, j'avais des centaines d'onglets en favoris avec comment préparer son sac à dos, des vidéos YouTube de mecs qui font le tour du monde. Il y avait énormément à l'époque, aujourd'hui moins, mais en tout cas, il y a quelques années encore, c'était pas super courant non plus que des filles partent toutes seules faire le tour du monde. Mais en fait, une fois que j'avais compris que des gens le faisaient, hommes ou femmes en fait, bah ça m'a donné le courage de le faire. Et donc j'ai commencé à préparer ça pendant 1 an. Et j'ai promis à mes parents que j'allais valider ma licence. Et ensuite, je partirai. Après avoir travaillé et mis de l'argent de côté. Et donc comment ça s'est passé le processus? Donc j'ai commencé déjà à me renseigner et à regarder. J'ai vu, il y a certains trucs qui ont été des déclics. Donc cet événement-là. Ensuite, un gars que je suivais qui s'appelait Alex Viseo, qui avait fait un tour du monde. Il avait fait une vidéo sur YouTube où il montrait mon tour du monde en 5 minutes. Je pense que c'est la vidéo que j'ai le plus regardée dans ma vie. Je la connais par cœur. Donc je la mettais en boucle en fait. Parce que je trouvais ça tellement fou. Et lui, il disait dans ses vidéos,
mais tu peux le faire, vas-y, regarde-moi, tu me vois, j'ai l'air d'un mec normal, mais si moi j'ai l'air d'un mec normal, mais toi aussi tu peux voyager si tu as envie de voyager. Et concrètement, qu'est-ce que tu as fait? Tu as pris un billet d'avion? Comment ça s'est organisé? Alors j'ai mis de l'argent de côté, j'ai pris un billet d'avion qui s'appelle Zip World, donc un billet de tour du monde. Et donc j'avais mes destinations intercontinentales, c'est-à-dire que j'avais mon billet de Paris à Pékin, ensuite d'Indonésie en Nouvelle-Zélande, de Nouvelle-Zélande en Amérique du Sud et d'Amérique du Sud en France. Et puis sur les continents, je restais un certain nombre de semaines et de mois. Et après, j'avais prévu de me débrouiller, pardon, un peu de Oh là familiarité, là! de me débrouiller sur place avec les bus et les trains. Et voilà, j'avais juste, en gros, j'avais un billet pour Pékin et puis c'était parti quoi. Et donc ce billet qui s'appelle Zip World, Ouais. donc est-ce que tu devais décider avant de partir des dates auxquelles tu allais reprendre l'avion pour passer d'un pays à l'autre? Ou est-ce que tu pouvais du jour au lendemain dire j'utilise ce qu'il y a dans mon billet et j'y vais? Non, 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 je pouvais. Donc, il fallait que j'ai un billet booké quand même avec une date, ce qui était aussi bien parce que ça donne quand même un cadre, ça donne quand même un rythme. Parfois, on a tendance à s'éterniser dans certains pays qu'on adore, mais bon, le but c'était quand même de voyager, voilà, d'avancer. Et mais je pouvais modifier. C'est un super truc parce que tout est en ligne, j'ai jamais eu besoin de les appeler et donc du coup, ça m'a pas coûté très cher. Euh, c'est euh, C'était très flexible, il répondait à tous mes mails. À la fin, bah, on en parlera peut-être tout à l'heure, mais ma dernière destination qui devait être la France a changé. Et donc je suis pas rentrée en France tout de suite en fait. J'ai fait un petit crochet avant de rentrer. Et pareil, ils ont été très réactifs. Mais globalement, mettons, je suis arrivée le 8 septembre. Je savais que le 4 janvier, je devais partir d'Indonésie D'accord, voilà. donc ça te donnait un cadre. Tu es parti le 8 septembre, Ouais. c'est ça? Et quelle date tu es rentrée en France? Je suis rentrée le 17 mai. D'accord. Voilà. Donc 9 mois. 9 mois. Oui. Donc, comme un bébé. Comme une naissance, comme une grossesse. Une naissance. Exactement. Comme une renaissance. Oui. Quels sont les pays et les gens qui t'ont le plus marqué durant ce voyage? Alors les pays et les gens, pour moi, c'est vraiment tellement... C'est presque un synonyme parce que en fait, les pays qui m'ont le plus marqué, c'est les pays où les gens m'ont le plus marqué. Donc le premier pays... un des premiers pays qui m'a beaucoup marqué, c'est la Chine, parce que c'était vraiment mon premier pays du tour du monde. Donc j'étais toute seule, j'étais avec mon sac à dos, je voyageais en train. Un pays immense qui me rappelait un peu la Russie, mais avec tellement plus de gens, tellement plus d'activités, tellement plus d'énergie. Enfin, En plus, il n'y avait pas le coronavirus. Pas de coronavirus en plus. Et, euh, et les gens ont fait preuve d'une grande, d'une grande gentillesse avec moi, de manière T'étais bien accueillie? Très bien accueillie. J'ai adoré la Chine, je trouve que c'est un super pays. Et j'en ai tellement entendu de mal que j'avoue. C'est vrai que ça n'a pas une bonne réputation. Non, c'est vrai. ouais. Et j'avoue que j'étais contente de pouvoir le voir de mes propres yeux, que c'était vraiment un pays. Après, la Chine, c'est un tellement grand pays qu'on ne peut pas généraliser en disant la Chine. Je suis allée de Pékin jusque dans le Yunnan en train, donc j'ai traversé plein de régions super différentes. Et on va reprendre après sur les gens importants qui, je pense, ont marqué ta vie jusqu'à aujourd'hui. Est-ce que tu peux juste nous donner le budget que tu avais pour ce voyage, pour ces 9 mois? 15 000 euros. D'accord. Environ 15 000 euros, en sachant que mon billet tour du monde, donc des billets dont je te parle, ça m'a coûté 2 400 euros. Juste les billets d'avion. 15 000 euros moins 2 500 euros. Quoi. Voilà, exactement. D'accord. Non, 15 000 euros avec les billets d'avion. D'accord, avec les billets d'avion. Très bien. Voilà. Ok. Est-ce que tu dormais chez l'habitant parfois ou... Ça m'arrivait de dormir chez l'habitant, mais généralement c'était soit en auberge de jeunesse, soit en chambre d'hôte. Donc c'était toujours chez les gens, c'était toujours de manière très simple, quoi. D'accord. Donc la Chine, ensuite la Birmanie. Ouais. Incroyable pays, vraiment le pays certainement dans lequel j'ai le plus de souvenirs, dans lequel j'ai fait les rencontres les plus incroyables, dans lequel il m'est arrivé les choses les plus dingues. Le premier jour, je me souviendrai toujours, le premier jour de mon arrivée en Birmanie, pardon. J'arrive, donc on atterrit à l'aéroport je venais de Thaïlande,
déjà un aéroport, enfin, c'était même pas un aéroport, c'était vraiment tellement. C'était un aéroport au milieu de la jungle et je suis sortie de l'aéroport et j'entendais ces bruits d'oiseaux, les oiseaux qui criaient et ça m'a mais une sensation incroyable, enfin une sensation vraiment de, je n'avais jamais entendu autant d'oiseaux piailler au même Surtout moment. à la sortie Ouais, d'un aéroport, voilà, tout aucun c'était rapport. incroyable. Et puis je voyais tous ces parce que donc en Birmanie on porte ce qu'on appelle la tenue traditionnelle le longji, c'est une longue jupe en fait que portent et les hommes et les femmes. Et pareil, la vision de tous ces hommes qui portent des jupes, pour moi, c'était. En fait, avant d'arriver en Birmanie, j'avais pas d'a priori, j'avais pas d'image, j'avais rien en tête, j'avais juste mon guide de voyage pour savoir de quel endroit j'allais aller, à quel endroit j'allais aller. Mais Le dépaysement était total, quoi. total, et c'était donc ça a déjà commencé comme ça. Même je me souviens de mon premier chauffeur de taxi qui m'a amené jusqu'à mon auberge de jeunesse. Et le premier jour, je cherchais donc parce que je suis tombée amoureuse du Longji, je trouvais ça magnifique et j'avais en plus envie de vivre un peu la vie birmane. Bien sûr, de te fondre. Voilà, de me fondre. Et donc je suis allée à la recherche d'un Longji. Et je vois une fille qui me regarde avec insistance pendant que je cherche dans le tas de Longji. Elle me dit, en Birmanie, les gens ne parlent pas très bien anglais, mais elle me dit avec un super anglais, elle me dit, non mais ne regarde pas là, c'est pas ça qu'il te faut, c'est pas ce Longji là, moi je vais t'aider, je vais t'en trouver un bien. Et je lui dis, ah, c'est super sympa. Et on commence à parler. Elle me dit qu'elle a étudié au Canada. Elle me dit, retrouve-moi à cette heure-ci, voilà, le soir, à cette heure-ci. Et je la retrouve le soir. Elle était avec son fiancé. Et là, et là elle avait un énorme sac dans les mains. Et elle m'avait acheté 2 longji, un longji traditionnel et un longji de fête et un longji de journée. La tenue entière avec le haut, le bas, enfin vraiment. Alors que tu la connaissais pas, tu venais de la rencontrer. Exactement, je venais de la rencontrer. Elle m'a donné un téléphone portable pour que je puisse toujours avoir un deuxième secours. Et en fait, il s'avère que cette fille, elle était fille d'une famille assez aisée en Birmanie, qu'elle avait fait toutes ses études au Canada et que là-bas, elle avait rencontré un gars, le seul autre birman qui existait. Et ils s'étaient tombés amoureux, ils s'étaient mariés et là, elle devait rentrer. D'ailleurs, encore une histoire de femme incroyable parce que c'était elle qui allait reprendre l'affaire familiale. Elle n'avait pas du tout envie. Elle avait envie de rester vivre au Canada. Mais le poids, en fait, Elle est rentrée par devoir. Ouais, le poids du devoir, exactement. Le duty calls qui était plus fort que tout. Et donc, je l'ai rencontrée à ce moment-là de sa vie, quand elle venait de rentrer, à peine quelques mois. Et donc, elle n'avait pas été en Birmanie depuis 8 ans. Enfin, c'était vraiment une histoire de dingue, quoi. Et voilà, et après là-bas j'ai rencontré tellement d'autres personnes, j'ai rencontré une famille qui s'occupait d'un temple, parce qu'en Birmanie il y a beaucoup de pagodes, à Bagan, l'endroit le plus impressionnant en termes de quantité de temples. Et souvent il y a des familles qui s'installent, qui commencent à s'occuper de temples, et en échange l'État permet aux enfants par exemple de payer les études, etc. Et eux, j'étais avec mon petit vélo, j'arrive sur ce tout petit temple là, et puis je commence à parler avec eux. Le mari il faisait de la peinture, elle commence à me faire à manger, et tous les soirs en fait, pendant mon séjour à Bagan, bah, j'allais les voir et ils me faisaient à dîner et on discutait avec les quelques mots d'anglais qu'ils avaient, et ils te réinvitaient à chaque fois. Ils me réinvitaient tous les jours, et d'ailleurs on n'avait pas le droit sur ce temple là d'aller en haut parce qu'il y avait eu un accident, et ils m'avaient ouvert la porte exprès pour que je sois la seule à y monter et que je puisse prendre des photos pour le coucher du soleil. Donc encore vraiment des rencontres. Donc des échanges incroyables. Ouais. Est-ce que il y a une rencontre particulière que tu as fait qui a un peu changé, un peu, c'est un euphémisme, qui a littéralement changé ta vie? Alors il y a effectivement, en creusant un peu, il y a une rencontre qui a vraiment changé, c'est vraiment changé ma vie. Donc en fait, j'étais souvent, quand je voyageais, en Thaïlande, en Birmanie, j'étais avec des Israéliens, je me retrouvais toujours, il y avait une table de petit déjeuner, moi je m'asseyais et qui s'asseyait toujours autour de moi, plein d'Israéliens. Et donc je me suis retrouvée, mais de manière assez fortuite, à voyager souvent avec eux parce qu'on s'entendait bien, ils me faisaient rire, et voilà, ça se passe un peu comme ça le voyage en fait. Tu rencontres des gens et tu commences à voyager avec eux, et puis il y a la chimie qui se crée. Et donc j'étais avec mon petit groupe d'Israéliens, on voyageait, on voulait faire un trek dans la nature. Et souvent les treks, t'arrives devant un bureau,
de trek en Birmanie, le gars te dit demain il y a un départ pour 4 jours là-bas et tu choisis, tu vois. Et je les vois, donc mes copains, qui parlent à un autre couple israélien. Et je remarque que ce couple se parle en français entre eux. Donc moi, hyper contente parce que je me dis, enfin un peu de français, une langue chère à mon cœur. Et je commence à aller leur parler. Il s'avère que voilà, c'est deux Français qui vivent en Israël depuis plusieurs années, qui sont en couple. Et voilà, dans une relation qui a l'air d'aller vers quelque chose de sérieux, mais voilà, qui sont en couple, quoi. Et gros coup de cœur, on décide d'aller dîner tous ensemble le soir. On dîne, on passe une super soirée, mais une seule. Et on parle, et il y a un truc qui se passe, une alchimie, donc, notamment avec Rina, qui était la fille, et même avec Joachim, mais lui, il devait absolument rentrer en train de... Voilà. Donc bref, on passe une soirée incroyable, et bah nous, on continue. Moi, je vais faire mon trek avec mes copains, voilà. Et puis quelques jours plus tard, je reçois un message sur Messenger de Rina qui me dit, écoute Anna, voilà, moi, j'aimerais continuer à voyager, et j'aimerais bien continuer à voyager avec toi. Joachim va rentrer en Israël, et, euh, et voilà. Donc si toi, ça te dit de voyager, dis-moi, tiens-moi au courant. Et je lui ai répondu tout de suite. Je sais pas, en fait, quand elle m'a envoyé ce message, ça m'a fait tellement... je me suis dit, mais j'ai senti, quoi, c'est exactement ça. C'est bien sûr, c'est ça qu'il faut qu'il se passe. Et je lui ai dit, évidemment, on se retrouve au Laos quand tu veux, on voyage ensemble. Voilà. Et puis, elle arrive au Laos, on se voit, et puis elle me dit, voilà, Anna, par contre, il faut que je te dise un truc, comme si elle allait m'annoncer un gros secret. Moi, je voyage pas le vendredi, le samedi, parce que pour moi, c'est une fête, et cette fête, je travaille pas, je voyage pas, je me repose. Enfin, je me repose. En tout cas, je ne voyage pas, je prends pas de transport. Je comprends que toi, tu veuilles le faire, donc si tu veux le faire, fais-le. Moi, je lui ai dit, hors de question, on voyage ensemble, on s'arrête le vendredi, samedi, c'est pas du tout dramatique. Au contraire, moi, je trouve ça bien, ça va nous poser, etc. Et en fait, on a voyagé plus de 2 mois ensemble. On a fait le Laos, le Cambodge, le Vietnam. Et Rina, c'est aujourd'hui encore une de mes amies les plus proches. Enfin, en tout cas, quelqu'un de très cher à mon cœur. Depuis, elle s'est mariée. J'ai assisté à son mariage. Elle a eu 2 enfants. Enfin, voilà, l'eau a coulé sous les ponts. Mais j'ai expérimenté avec elle cette pause du Shabbat. Alors, pour reprendre, hein, pour ceux qui ne connaissent pas, donc Rina est juive. Voilà, ouais, exactement. C'est quand même la base de toute l'histoire. La base de toute l'histoire, voilà. Voilà, donc effectivement, dans la religion juive, donc du vendredi soir au samedi soir, donc c'est le 7e jour de la création du monde, et donc Dieu se repose, et les juifs également. Si je me trompe pas, t'es plus calé que moi maintenant, hein, on va pas rentrer là-dedans parce que sinon on en a pour de nombreuses heures. Mais donc en gros, t'as eu une révélation. Oui, en fait une révélation parce que... Donc toi excuse-moi, toi t'étais d'une religion spéciale, ou t'étais laïque, ou t'avais été élevée comment? Moi j'ai été élevée, ma mère en fait, influencée par la religion orthodoxe chrétienne russe, elle était croyante, mais toujours dans un rapport hyper malsain, dans le sens où en fait c'est beaucoup de culpabilisation, de culpabilité et tout, donc elle a toujours fait quand même une sorte de rejet, hein. Et moi, j'ai jamais adhéré à ça, en fait j'ai jamais adhéré à cette manière de pratiquer la religion, donc j'ai fait un rejet assez tôt. Donc du coup, je me rangeais plus du côté des athées, même si j'avais une spiritualité. Tu croyais en Dieu? J'arrivais pas à me dire qu'il y a rien. Enfin, j'arrivais pas à me dire que tout n'est qu'hasard. Ça n'a jamais été un argument pour moi, mais par contre, j'y pensais pas. Et j'avais même peut-être une image un peu... je me disais, oh là là, ces religions, c'est un peu obscurantiste. Enfin, un peu le discours classique qu'on entend quand on parle de religion dans un pays ultra laïque comme le nôtre, quoi. D'accord. Et donc du coup, t'as eu une sorte d'attirance pour cette religion que tu connaissais un peu ou pas du tout? Que je connaissais, et d'ailleurs c'est marrant parce que mon père m'a rappelé un truc il n'y a pas très longtemps. Il m'a rappelé que quand j'avais genre 15-16 ans, je lui avais dit, papa, si je deviens juive, qu'est-ce que tu me dis? J'avais posé cette question. Et en fait, oui, j'ai toujours été attirée, même si, en fait, dans ma tête, c'était impossible de devenir juif. Je me disais que on m'avait tellement répété, enfin,
j'avais vraiment cette image-là que le judaïsme, en fait, ça se transmet par la mère et que la conversion, c'est pas du tout une solution, quoi. Donc du coup, j'avais occulté cette possibilité un jour d'appartenir à ce peuple. Et donc, j'avais juste un amour pour le judaïsme. Et en rencontrant Rina, qui s'est accrue de manière drastique parce que elle a une passion pour enfin, en tout cas, elle a des convictions juives très fortes. Et je trouve ça très beau. En fait, j'admire les gens qui, pour leurs idées, vont, vont, vont agir contre la vie générale. Est-ce que qu'est-ce qui t'a attiré là-dedans? Est-ce que c'est l'histoire? Est-ce que c'est les traditions? Est-ce que tu avais besoin de te rattacher à quelque chose pour avancer dans la vie? Euh, Déjà, avant de partir en voyage, j'étais quand même dans une situation mentale assez vraiment moyenne, quoi, on va Mm. dire. J'étais pas bien du tout. Et le voyage m'a déjà permis de juste me reconnecter à moi-même, passer du temps avec moi seule, juste porter un jean, un pantalon et être ok avec ça sans avoir à m'accepter, quoi, déjà. Donc j'avais quand même beaucoup plus de sérénité avec le voyage. Et en fait, je pense que l'une des choses qui m'a permis d'adhérer au judaïsme, c'est une des premières expériences que j'ai eues, encore une fois, c'est l'étude. Rina, elle avait le samedi, en fait, on lit une portion de la Bible chaque semaine, et donc on peut l'étudier de son côté quand on a envie, quoi. Et cette portion-là, Rina, elle l'étudiait le samedi de temps en temps, notamment un samedi, je m'en souviens très bien, où on avait étudié une histoire incroyable de Jacob et d'Ésav, où un père qui doit donner une bénédiction à son fils aîné, finalement se fait manipuler par sa femme et la donne à son fils cadet. Parce que le fils cadet a plus de vertus et plus vertueux que le fils. Et en lisant ce texte, on se posait des questions, mais pourquoi est-ce que c'est bien? Pourquoi est-ce qu'elle a fait ça à sa femme? Qu'est-ce qu'on peut tirer comme leçon? Enfin bon, bref, c'est passionnant, hein, c'est vraiment très intéressant. Et ça, c'est un des trucs qui m'a fait tilt. Je me suis dit, ok, là-dedans, on peut tirer de ça Plein de leçons différentes pour sa vie à et soi. d'accord. Voilà. Ok. Donc tu as aimé aussi ce côté un peu philosophique Ouais, en fait, j'ai et aimé intellectuel. ouais, c'est ça. J'ai aimé le Ce côté côté intello, je intellectuel. pense. Ok. Mm. Et donc après ça, donc tu rentres en France. Bon, on Donc, passe bien sûr ouais. tout. Sinon, on en a pour 4 heures d'enregistrement. Donc tu rentres en France et tu décides, alors je ne sais pas combien de temps après, mais tu décides de te convertir au judaïsme. Alors, je rentre en France quand même, j'ajoute une petite chose importante dans l'élément, c'est que je fais faire une surprise à Rina, à Tel Aviv. Donc, je fais un crochet avant de rentrer, Mm. je toque à sa porte, elle s'y attendait pas du tout. La veille, je lui disais que j'étais à Buenos Aires, et voilà, elle ouvre la porte, elle me dit c'est une blague, elle pleure, tout le monde pleure, enfin bon, hyper dramatique, hyper beau, quoi. Et première fois donc pour moi en Israël, et notamment à Jérusalem, où quand même j'ai une petite révélation, un peu, je pense comme plein de gens, mais cette pression qui existe dans cette ville vraiment incroyable, qui est à la fois hyper attirante, mais aussi qui est trop forte. Ouais. Et là, en rentrant, effectivement, parce que déjà en Amérique du Sud, quand je voyageais plus avec Rina, j'essayais par exemple de ne pas voyager le samedi. En fait, je me suis énormément informée, documentée, j'ai regardé plein de vidéos, plein de podcasts, j'ai lu beaucoup pendant cette période pour savoir dans quoi j'allais potentiellement m'embarquer. D'accord, donc tu t'es tout de suite identifié, quoi. Oui, parce qu'en fait, j'ai vu une possibilité. J'ai compris que, ok, je peux, si je veux mettre les moyens, bah, je peux devenir juive. Euh, Est-ce que le rôle de la femme dans cette religion t'a attiré? Est-ce que c'est quelque chose auquel tu pensais? Est-ce que c'est quelque chose que tu as étudié ou je ne suis pas rentrée forcément en ligne de compte? Bah, si, en fait, au début, j'avais une image une image très naïve de ce que pourrait être la femme dans le judaïsme. Je me disais, elle a une place plutôt valorisée, je trouve, par rapport à d'autres religions où j'ai l'impression que qu'elle doit se couvrir, qu'elle doit pas se montrer, que voilà. Donc j'avais cette image quand même de, oui, il y a une valorisation du rôle féminin. J'ai ensuite, après, évidemment, maintenant j'ai un esprit critique plus développé là-dessus, parce que ça fait des années, mais oui, j'étais attirée aussi par ça, et je pense que
ça a fait partie de mon positionnement en tant que femme, moi aussi vis-à-vis de moi-même, d'avoir des repères en fait, d'avoir des repères, traditionnels, enfin pas traditionnels, mais d'avoir des repères de qu'est-ce que ça peut vouloir dire d'être une femme en fait, et qu'est-ce que ça veut dire plus tard, Alors, qu'est-ce que ça a changé justement par rapport à la vision que tu avais avant tout ça? Parce que bon, voilà, avec le passé difficile, avec voilà, ta maman, le fait d'élever un peu ta sœur, etc. Et voilà, de devoir acquérir une maturité aussi jeune. euh, qu'est-ce que ça a changé pour toi et en quoi donc j'imagine que si tu t'es aussi dirigée par là, c'est parce que justement la vision de la femme qui en ressortait te plaisait. Donc finalement, qu'est-ce qui t'a plu là-dedans et qu'est-ce qui a changé? alors, d'une part, un truc mais ça je pense que c'est femme et homme. Moi, ce qui a changé pour moi dans ma vision enfin, de ma vie plus tard, c'est surtout transmettre. Ok. Donc, la transmission dans le judaïsme, enfin, je pense vraiment pour moi, je dois dire, peut-être l'élément central en fait. J'ai l'impression que tout tourne autour de ça, de la transmission. Et du coup, bah, la transmission à qui? À ses enfants, à sa famille, aux gens qui viennent après toi, mais même aux gens qui sont autour de toi. Et donc, du coup, cette transmission-là, ça a changé quelque chose. Je me suis dit, ok, moi j'ai envie de transmettre ça. J'ai envie s'il y ait une continuité. J'ai envie que tout ce que j'apprends maintenant, tout ce que je suis, bah, ça soit transmis et que. Et ça serve à quelque chose. Voilà. Et donc évidemment, ça m'a mis en tête le fait que j'ai envie d'avoir une famille, d'avoir des enfants, etc. Et tu voyais pas ça comme ça avant? Tu pensais pas forcément à J'y ça? pensais pas. D'accord. J'y pensais pas et en plus, j'avais pas de modèle. En fait, Mm. j'avais pas d'idéal. Ouais. Et donc, du coup, j'arrivais pas du tout à me projeter. Ça n'existait pas pour moi. Maintenant, je veux quand même faire un disclaimer. Euh, il y a beaucoup de choses dans le judaïsme qui, pour moi, sont pas assez. Enfin, dans le judaïsme, on va dire qu'il y a quand même certains passages des textes qui sont ouvertement misogynes. Ah bah oui. Et ça, c'est-à-dire que je suis pas en train de dire que Comme dans c'est. beaucoup de religions. Exactement, comme dans plein de religions. Oula, mais quand même bien mise en avant. Voilà. Donc je le sais, mais je pense que c'est pas une raison pour ne pas utiliser la sagesse des textes, ne pas l'implémenter dans sa vie et l'utiliser. Voilà, c'est. Peut-être aussi que ça t'a donné des valeurs que t'avais pas. Bien sûr, mais enfin vraiment, devenir juif pour moi, c'était avoir un cadre, mettre un cadre autour de moi, dans ma vie, et tous les jours, ça me guide. Aujourd'hui, on enregistre le podcast, bah, c'est un jour de jeûne, et aujourd'hui, quand je me suis levée ce matin, alors que je suis sortie hier soir avec mes copines et tout, je me suis dit, qu'est-ce qui va me faire tenir? Qu'est-ce qui va me faire tenir? Et bah, ce qui va me faire tenir, c'est ce que j'ai appris à travers l'étude, c'est si tu arrives à te discipliner dans la vie sur des petites choses comme ça, même si ça ne fait pas sens tout de suite, quoi, de ne pas manger, ne pas boire pendant une journée, et bah plus tard, tu en récolteras les fruits. Parce que cette discipline-là, elle va t'apaiser, elle va te rendre heureuse, elle va te permettre de suivre quelque chose qui va te mener quelque part. Et puis, hormis la religion, beaucoup d'études maintenant qui vantent les mérites du jeûne. Ça fait du bien de jeûner, ça fait du bien au corps, ça fait du bien à l'esprit. Donc finalement, bon, on ne va pas rentrer dans une sorte d'étude très intellectuelle et limite scientifique de tout ça, mais finalement, il y a beaucoup de valeurs, de traditions et de principes qui font quand même sens. Donc, combien d'années tu as mis à te convertir? On va dire 3 ans, enfin environ 3 ans en fait. Donc 3 ans à étudier les textes de l'Ancien Testament. Ouais, plus à étudier, oui c'est ça. Plus à étudier parce que j'ai quand même commencé à étudier avant de commencer, mais le processus 3 ans et voilà, ouais, exactement. D'accord. Est-ce que tu peux nous parler très rapidement de ce que tu fais maintenant? Alors, donc, après ma conversion, j'ai rencontré, comme tombé du ciel, un cadeau, une autre Anna, une de mes amies proches maintenant, qui s'appelle aussi Anna, et on était toutes les deux en fait à un cours de Gemara, donc on étudiait, la Gemara c'est la loi orale, donc souvent ça s'étudie à deux, et donc on était toutes les deux, on étudiait une page qui d'ailleurs traitait de la conversion, il n'y en a pas beaucoup hein, dans le Talmud qui traite de la conversion, mais il y a une page notamment, et il y a une sorte
d'alchimie incroyable entre nous. C'était fluide, ça se passait hyper naturellement. Et on n'a pas réussi à se décoller jusqu'à très tard dans la nuit parce qu'on se racontait nos vies, nos parcours, comment est-ce que l'une en est arrivée à, voilà, à cet aspect-là de sa pratique ou de son étude. Et voilà, on a décidé que on avait envie de partager cette passion ensemble et aussi avec d'autres personnes qui nous ressemblaient, des jeunes actifs, des gens qui sont aussi en quête de sens. Et on a créé un groupe d'études qui s'appelle l'ADAAT, qui veut dire le savoir en hébreu. Euh, et tous les mercredis, on se retrouve et on étudie une section de la Bible ensemble, donc toujours sur le même principe, en confrontation des idées. Voilà. Moi, ce que j'aime dans ces cours, pour y avoir assisté 2, 3 fois, c'est effectivement ce côté tirer tous les enseignements philosophiques, un peu intellectuels, pourquoi un tel dit ça, et s'il n'avait pas dit ça, et s'il n'avait pas fait ça, comment ça serait passé, les conclusions, etc. C'est très intéressant et je trouve que c'est une manière très moderne euh, de, de parler finalement de sujets qui sont tellement anciens qu'on pourrait s'en lasser. Et donc, il y a pas mal de journalistes qui sont intéressés par ce que vous faites, par cette nouvelle approche. Euh, on a pu le voir ces derniers jours. Et il y aura peut-être bientôt une émission de radio, des petites choses comme ça. On n'en parle pas trop, mais... Bon, alors l'émission de radio, je pense qu'on peut le dire parce que ça risque de quand même se faire, mais il y a d'autres choses qui arrivent aussi. Mais en tout cas, voilà, on va peut-être avoir une émission bimensuelle à la radio. On va aussi potentiellement écrire dans plusieurs revues. Et puis voilà, on a d'autres pistes, mais en tout cas, on le remarque, les gens sont en quête de sens. Et c'est une manière d'apporter du sens. Et donc tant mieux si ça peut donner du sens. En tout cas, moi, ça a donné du sens à ma vie et ça en donne tous les jours. est-ce que tu penses que tu, dans cette nouvelle démarche et dans ces nouvelles activités, tu es à ta juste place? Oui, j'ai Tu te l'impression. sens à ta juste place? J'ai l'impression. Oui. Et en tout cas, moi, je te vois très épanouie dès que tu parles de ce genre de sujet. Euh, et c'est ce qu'on aime chez The Women's Society. Les femmes qui s'assument, qui sont épanouies et qui sont à leur juste place dans la société d'aujourd'hui. Et aussi jeunes, ça fait plaisir. Anna, merci beaucoup. C'était très intéressant. J'étais ravie. J'espère que tout le monde en dira autant et que peut-être qu'on se reverra bientôt pour parler d'autres sujets. Merci beaucoup et à très bientôt sur le podcast de The Women's Society.